Depuis le début de l'année, les indices actions battent record sur record, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quelles sont les raisons de cette bonne santé des marchés financiers? Premièrement, il y a les résultats des entreprises. Ils sont bons, les dividendes sont plutôt à la hausse, il y a toujours un engouement pour les valeurs technologiques avec l'intelligence artificielle, et puis il y avait les anticipations de la baisse des taux directeurs des banques centrales. Et cela concourt donc à l'augmentation des indices actions. Les investisseurs, dans ces cas-là, orientent leur liquidité vers les actions. Ce phénomène va s'estomper avec justement les décisions des banques centrales. Et donc on devrait avoir une moindre augmentation dans les prochains mois des marchés actions, mais je ne crois pas à une rupture, à un crack. Les indices actions ne sont pas à des niveaux, on va dire, exagérément élevés. Il y a simplement, pour certaines valeurs, des ajustements qui vont se faire, mais pas de panique, restons calmes. Simplement, on a connu un très bon début d'année. Ce sera certainement plus calme sur la deuxième partie. De 2022 à 2024, nous avons connu une vague inflationniste telle qu'on n'avait pas enregistrée depuis donc les années 80. Inflation née de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. L'inflation est montée à plus de 10% en zone euro, à plus de 8% aux États-Unis. Les banques centrales, pour endiguer cette vague, ont décidé d'augmenter les taux directeurs très rapidement, fortement. Or, on constate que les résultats aujourd'hui sont présents, sont nets. L'inflation est revenue aux alentours de 2,4-2,6% en zone euro, autour de 3% aux États-Unis, ce qui permet aujourd'hui de baisser les taux directeurs. Néanmoins, il reste toujours des facteurs inflationnistes. Les pénuries de main-d'œuvre créent des tensions salariales, les tensions géopolitiques, évidemment en Ukraine, évidemment au Proche et Moyen-Orient, évidemment à Taïwan, sont susceptibles de créer des chocs inflationnistes. Et puis il y a le vieillissement démographique, il y a également la transition écologique qui sont facteurs d'inflation. Il est fort probable que nous ayons plus d'inflation dans les prochains mois et années que ces 10 ou 15 dernières années. Le plan d'épargne retraite, créé par la loi Pacte, en 2019, rencontre un réel succès auprès de l'opinion publique. Plus de 10 millions de PER ont été distribués, ont été donc souscrits, avec un encours qui dépasse 100 milliards d'euros. C'est un bon résultat pour un produit qui a dû affronter la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et la vague inflationniste. Ces périodes ont été marquées par une envolée de l'épargne de précaution et non pas une progression de l'épargne longue. Mais malgré cela, le PER a rencontré un réel succès. Les raisons sont simples. Le produit est compris par l'opinion publique. Il répond à un besoin, constituer un supplément de revenus ou de capital en vue de la retraite. Or, la retraite est un sujet d'anxiété majeure pour l'ensemble de la population. Le PER, par rapport aux anciens produits d'épargne retraite, offre en plus la possibilité de sortir en capital, ce qui était un souhait donc des Français. Et puis, il y a cette gestion pilotée qui permet d'être à la fois sécurisé, à la fois sur des valeurs de marché à fort rendement. Et donc, cela a satisfait, a plu aux Français et qui ont souscrit à ce type de produit de manière importante depuis donc près de 5 ans. Et a priori, cela va continuer au vu du résultat de l'enquête 2024 AG2R, Amphithéa, Cercle de l'épargne, qui place le PER parmi les produits les plus intéressants du marché. L'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. C'est près de 2000 milliards d'euros d'encours, c'est un tiers de l'épargne financière des Français. C'est vrai que depuis 3-4 ans, l'assurance vie a connu un trou d'air lié à la baisse du rendement des fonds euros et à la préférence absolue donnée par les Français à l'épargne de précaution. Mais cette situation est en train de changer. Pourquoi ? C'est qu'avec la désinflation, les Français réorientent leur épargne vers le long terme. D'autre part,
le rendement des fonds euros depuis 2 ans est orienté à la hausse, 2,6% pour 2023, certainement autour de 3% en 2024, au moment où les taux directeurs vont entraîner à la baisse les rendements des produits de court terme, les livrets, les dépôts à terme, et de ce fait, l'attractivité de l'assurance vie va augmenter. Et puis l'assurance vie, c'est un régime fiscal intéressant, c'est d'autre part des conditions de succession donc dérogatoires du droit commun. Tout ceci font de l'assurance vie un produit extrêmement intéressant pour les ménages. Avec la diminution de l'inflation, les banques centrales donc, opèrent une réduction de leur taux directeur. Ce processus sera sans doute lent, et puis d'autre part, nous n'allons pas retrouver le niveau des taux directeurs tels qu'on les connaissait avant 2022. Les banques centrales vont conserver des taux un peu plus élevés pour avoir des marges de manœuvre, et puis d'autre part, il reste des tensions inflationnistes. Mais la diminution donc de ces taux directeurs est un bon signal pour la croissance, en particulier en zone euro, qui s'est fortement donc ralentie depuis le milieu de l'année 2023. La croissance devrait s'accélérer au cours du second semestre, surtout si les ménages diminuent leur épargne de précaution pour aller, certes, sur l'épargne de long terme, mais également pour un peu plus consommer. On devrait avoir donc une amélioration de la situation conjoncturelle en Europe, même s'il y a encore des blocages, en particulier la baisse de la productivité, qui handicape l'économie française comme celle de l'ensemble de la zone euro, et d'autre part, une méfiance encore des ménages sur l'avenir dans un contexte géopolitique complexe. L'économie, depuis les années 90, avec la chute du mur de Berlin, avec la chute de l'URSS, s'est engagée dans un processus de mondialisation donc important qui a permis l'émergence de la Chine comme première puissance commerciale mondiale. Depuis la crise financière de 2007-2009 et surtout depuis le Covid, les États ont tendance à multiplier les barrières tarifaires, les mesures protectionnistes et au nom de la souveraineté, souhaitent réduire, on va dire, un peu la mondialisation avec une recentralisation du commerce. Il faut espérer que cela n'aille pas trop loin, car toutes les phases protectionnistes dans l'histoire économique se sont traduites par moins de croissance, plus de tensions géopolitiques, et donc les consommateurs ne sont pas gagnants, ni les citoyens. Certes, il faut que les échanges soient équilibrés, qu'on respecte le droit de la concurrence, qu'il n'y ait pas de dumping, qu'il n'y ait pas de mesures anti-commerciales, mais il ne faut pas aller vers le protectionnisme, ce serait contre-productif. Aujourd'hui, nul n'a intérêt à aller dans un monde de malthusiens, dans un monde protectionniste, et je pense que, certes, aujourd'hui, il y a une réduction un petit peu de la mondialisation, mais je ne vois pas de démondialisation, car ce serait évidemment une voie extrêmement dangereuse et périlleuse.